Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de Reflet d'ici. Aujourd'hui, je reçois notre députée fédérale et ministre du Revenu national, Diane Leboutillier. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors, plusieurs sujets aujourd'hui au menu. Tout d'abord, récemment, vous avez fait l'annonce de la contribution du gouvernement fédéral pour la dernière phase des travaux de réhabilitation du littoral à Percé, dont la fameuse promenade. Pouvez-vous me dire à quoi ressemble cet investissement-là pour le fédéral? On parle d'investissement total de 3 millions de dollars pour justement le réaménagement de la plage de Percé au niveau du littoral. Puis c'est des argents, il y a une première partie des argents qui avait été annoncée d'environ, je vous dirais, 1 an, où on parlait de près de 550 000 pour des études qui devaient se faire et les nouveaux argents qui ont été annoncés qui viennent combler là, au niveau du 3 millions pour justement, quand on regarde ce que les argents du Québec ont servi à sécuriser. On se rappellera là, les tempêtes de 2010 où 2010, 2016 aussi. C'est ça, où on a tout arraché là, pratiquement, puis la situation se détériorait tout le temps là, au niveau de la promenade. Donc, le gouvernement du Québec a investi des argents pour sécuriser l'endroit. Et je vous dirais que lors des dernières tempêtes, a fait en sorte, les études étant réalisées, étant prêtes, on a pu tout de suite, avec les études, pouvoir avancer les argents pour justement compléter ce qu'on amène en sécurité. Nous, c'est tout le côté embellissement, je dirais, là. Puis je le disais lors de l'annonce, c'est un peu comme le crémage sur le gâteau, de mettre l'endroit beau, agréable, convivial au départ pour la population, pour les gens de Percé, pour les gens des environs, parce que c'est nous qui en profitons le plus. Et par la suite, bien, on partage avec les touristes. Puis on vient aussi créer une offre touristique qui est importante. Puis ça fait toujours partie aussi de l'objectif de se réapproprier les berges. Puis quand on regarde les dernières tempêtes qui ont eu lieu en décembre 2016, on voit que ce qui a été fait... comme on dit, là, ça a fait la job. Là. Fait que c'est des vagues qui viennent là, s'écraser là, comme sur une plage. Puis, fait que là, fait qu'il nous reste là, à poursuivre l'embellissement. Puis je pense que tout va être prêt pour la prochaine saison touristique. Fait qu'on va encourager les gens à venir voir, puis parce qu'on a tous des bons souvenirs de Percé. C'est vraiment un nouveau Percé. Puis c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé des plans sur papier, puis maintenant on est dans la réalisation, c'est concret, puis je vous dirais que moi, là, ce que j'entends, je n'entends que de bons et de beaux commentaires. Puis aussi, l'avantage, c'est des investissements que nous faisons à Percé actuellement. L'avantage au niveau touristique, c'est quand les touristes viennent à Percé, Percé étant c'est un produit d'appel qui est fort au Québec, puis je vous dirais même qui est fort au Canada. Et quand les gens viennent pour Percé, bien, ils font le tour de la Gaspésie. Donc, ça a un impact sur le reste de la péninsule. Ça a un impact sur le reste de la péninsule, puis je vous dirais même sur le Bas-Saint-Laurent. Donc, tout le monde travaille, les municipalités travaillent, les MRC, pour justement faire en sorte de pouvoir continuer d'augmenter l'offre touristique, puis on fait de la rétention de touristes. Très bien. Maintenant, toujours dans le domaine touristique, on va s'éloigner un petit peu de Rocher-Percé, mais je tenais à parler du phare de Cap-des-Rosiers, parce que plus tôt cette semaine, on a eu une discussion là-dessus. Vous disiez que vous alliez faire en sorte que le phare puisse rester ouvert pour les visiteurs cet été. En fait, comment ça se passe, là, les discussions autour de la préservation de ce phare-là? Bien, effectivement, on travaille, mon équipe et moi travaillons avec le comité des bénévoles qui d'ailleurs font un travail exceptionnel
à Cap-des-Rosiers. Et eux travaillent pour la préservation du phare de Cap-des-Rosiers, qui est un emblème au niveau de la Gaspésie, qui est le phare le plus haut au Canada. Donc, il y avait des présentations, des demandes qui avaient été faites par le comité. Et suite au dernier rapport qu'on avait eu l'été passé, je vous dirais que de mettre à niveau, on parlait d'investissement pour la mise à niveau du phare de Cap-des-Rosiers, des investissements de plus de 6 millions de dollars. Moi, je devais prendre connaissance des études, je devais faire des vérifications aussi auprès de mes collègues, la ministre McKenna et le ministre Leblanc. Donc, je rencontrais au mois de janvier les gens du comité du phare de Cap-des-Rosiers pour leur dire que c'était très clair que le phare de Cap-des-Rosiers allait demeurer sous la responsabilité de Pêche et Océan Canada. Et ce qu'on a regardé avec les gens du comité, c'est, moi je leur ai dit que j'allais m'assurer de travailler avec le MPO pour faire en sorte que le phare continue à tous les étés de pouvoir être ouvert au niveau touristique. Et puis au niveau avec le comité, c'est de regarder, au lieu de voir le projet dans son ensemble, parce que 6 millions de dollars, c'est quand même énorme là, comme argent. Ça, c'était pour la mise à niveau. Puis ce qui était demandé aussi, c'est des argents sur une plus longue période, plusieurs années, pour embaucher des gens pour visiter le phare. Donc, c'était impossible là, de faire ce projet-là dans un premier temps, là, dans tout son ensemble avec ce qui était demandé. Donc, le travail qui se fait actuellement avec le comité, c'est vraiment d'y aller par étapes au niveau du phare. Donc là, les premières étapes, ce serait quoi? Là, le comité, eux, doivent se rencontrer de nouveau, vont présenter là, de nouveaux projets, vont y aller par étapes. Moi, comme je leur disais, le bout que moi j'allais faire, c'est vraiment m'assurer que le phare allait pouvoir être ouvert cet été. Puis je veux aussi rassurer les gens, le phare ne va pas s'écrouler là, au cours des prochaines années. Là. Le phare demeure en place. Il y a eu des études de sécurité faites l'été dernier. Effectivement. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait eu des périodes de fermeture. Là. Oui, c'est ça. Puis il y avait des craintes aussi sur à l'effet des produits, des matériaux qui avaient été utilisés pour le phare. Est-ce que ça pouvait... il pouvait y avoir une nuisance au niveau de la qualité de l'air. Donc, les études ont été faites. Tout est conforme. Il n'y a pas de problème là, donc, à ce niveau-là. L'ouverture est assurée pour l'été prochain. L'été prochain, le phare de Cap-des-Rosiers va fonctionner. Puis, comme je le dis, on continue de travailler en collaboration avec le comité. Alors, je vais passer à un autre sujet maintenant, toujours sur le bord du littoral, mais cette fois-ci dans l'eau. Concernant la saison de pêche et de croisière, on sait que les baleines noires vont revenir dans le golfe et qu'il va y avoir probablement des mesures de protection comme il y a eu l'été dernier. L'été dernier, c'est arrivé après la fin de la saison de la pêche au crabe, ce qui n'a pas eu beaucoup d'impact là, sur cette pêche-là. Cette année, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Bien, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a eu une rencontre qui s'est faite telle qui avait été promise par le ministère des Pêches et Océans où ont été réunis autour de la table des gens de l'industrie des croisières, des gens des pêches aussi, puis aussi avec les experts qui font les analyses. Et vous savez, l'an passé, lorsque le ministre Leblanc a pris une décision qui a été rapide et on disait, où on n'avait pas consulté, mais on se devait de prendre une décision parce que puis rapidement, parce que ça allait avoir un impact aussi dans le secteur des pêches, vu qu'on entretient des liens qui sont importants avec les États-Unis. On ne voulait pas que les États-Unis, parce qu'on n'était pas intervenu pour la protection des baleines, nous donnent des pénalités, puis décident qu'on soit plus capable d'exporter nos produits de la mer. Donc,
la décision a été prise dans ce sens-là. Lors de la rencontre, les scientifiques ont donné beaucoup d'informations aux gens qui étaient autour de la table. Et ce qui ressortait aussi, c'est que il y avait beaucoup de baleines qui étaient décédées parce que les baleines étaient prises dans des engins de pêche. Donc, il y a des recherches qui se font actuellement et je pense qu'on est aussi en train de regarder pour des nouveaux engins de pêche. Il y aurait peut-être moins de cordage pour justement permettre là, aux baleines de ne pas s'empêtrer. Donc, est-ce que ces mesures-là sont déjà connues ou si ça va venir en cours d'année? Oui, il y a déjà des mesures qui sont connues actuellement, qui vont sûrement être mises en branle dès le printemps. Puis aussi, on parlait de peut-être commencer la pêche plus tôt et dans la période où on a les baleines qui suivent, parce que pourquoi on a eu des baleines dans le Golfe? C'est vraiment dû au réchauffement climatique, au réchauffement des océans, où les baleines suivent la nourriture, tout simplement. Puis la nourriture est rentrée dans le Golfe, les baleines ont suivi la nourriture, puis on s'attend. C'est pour ça que ça devient si important aussi de travailler sur tout l'aspect des changements climatiques, puis c'est nouveau aussi pour nous. Donc, les experts continuent de faire des recherches dans ce sens-là. Puis comme je le disais, on peut peut-être modifier au niveau des saisons de pêche, commencer plus tôt, on peut finir plus tard. Fait que ça fait partie des solutions qui sont sur la table. Aussi, au niveau des croisières, là aussi, c'est dans les secteurs où il y aurait plus de baleines, il pourrait peut-être y avoir là, un déplacement du corridor marin là, pour les bateaux de croisière. Mais je peux vous dire que tout le monde est en mode solution et toutes les entreprises qui sont autour de la table, l'objectif est aussi de protéger des espèces qui sont en voie d'extinction. Comme je me plais à le dire, c'est pas les baleines qui vont trouver solution, là, c'est vraiment l'être humain, là, c'est nous. Puis ça va se faire dans un travail de collaboration. Mais les experts continuent de travailler aussi là, dans ce sens-là, puis on continue de ramasser des données, mais aussi le ministère de Pêche et Océans est en contact avec les partenaires là, qui sont touchés par les baleines. Très bien. Maintenant, on va revenir sur Terre, puis on va parler d'assurance-emploi. Oui. On le sait, on entre dans la période du trou noir de l'assurance-emploi. Dernièrement, il y a eu une manifestation au bureau de Service Canada à Chandler. Bon, une manifestation, c'était en fait une occupation silencieuse du corridor où les gens n'ont pas eu de réponse. En fait, est-ce qu'il y a du nouveau du côté de l'assurance-emploi? Moi, je peux vous dire, au niveau de l'assurance-emploi, puis concernant aussi le trou noir, il y a beaucoup de travail qui s'est fait et qui continue de se faire, de représentation, puis d'information aussi qui est transmise au ministre Duclos, qui, lui, est le ministre qui est responsable du dossier de l'assurance-emploi. Je peux vous dire qu'il y a une très bonne écoute du côté du ministre Duclos. Eux aussi travaillent très fort à respecter aussi parce que c'est une particularité de certains milieux. Je peux vous dire que dans le dossier de l'assurance-emploi, dans le dossier aussi ce qui concerne le trou noir, c'est pas un enjeu actuellement, là, c'est pas un enjeu de ville, c'est pas un enjeu de grand centre. C'est vraiment des particularités de certains milieux dont le travail est beaucoup plus... c'est du travail saisonnier, les pêches. Puis ça, c'est très bien compris de la part du ministre. Et comme je vous dis, le ministre continue de travailler très fort, mais c'est pas moi qui peux faire les annonces à la place du ministre. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à des annonces à venir? Bien, je vous dirais que je pense que cette semaine, la question a été posée au premier ministre en Chambre et le premier ministre est très conscient aussi du dossier de l'assurance-emploi et au niveau des régions. Donc, on s'attend... si je regarde la réponse qui a été donnée par le premier ministre, on s'attend à des réponses sous peu. Très bien. Maintenant, on va continuer de parler d'argent, mais cette fois-ci, dans votre ministère, c'est le temps des impôts bientôt. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a
Qu'est-ce qui est important de savoir cette année concernant les impôts? Bien, moi, je dois vous dire que cette année, au niveau... quand j'ai reçu ma lettre de mandat, c'était beaucoup de travailler au niveau du service qui était offert à la population. Et comme je suis une ministre qui provient de région, je vous dirais que j'ai une connaissance qui est beaucoup plus pointue des difficultés que les gens peuvent vivre en région. Puis j'ai aussi, je vous dirais, j'ai un intérêt aussi particulier pour les gens qui sont à plus faible revenu et comment on peut simplifier la vie des gens qui sont à plus faible revenu parce que pour moi, c'est important de faire sa déclaration de revenus parce que ça permet aussi aux gens d'avoir droit aux prestations puis aux crédits d'impôt auxquels ils ont droit. Donc, les gens ne doivent pas craindre là, de remplir leur rapport d'impôt parce que dans certains programmes, ils peuvent même aller récupérer jusqu'à 10 ans de crédit d'impôt ou de prestations. Et on a des histoires où des gens sont allés récupérer jusqu'à 28 000 là. Ça fait qu'il faut faire sa déclaration de revenus. Ce qu'on a fait cette année, c'est à plus de 950 000 personnes à travers le Canada vont recevoir une lettre avec un numéro de téléphone. Ça, c'est vraiment les gens qui ont des formulaires, des rentrées d'argent qui sont très simples. Et, par exemple, un seul employeur? Ça peut être des gens qui sont sur la sécurité du revenu. Okay. C'est vraiment fait plus de 950 000 personnes qui vont recevoir une lettre avec un numéro de téléphone où ils vont appeler à ce numéro-là et c'est un service automatisé, donc on va leur dire, on va confirmer l'adresse, si l'adresse est conforme, peser sur le 1, tu sais, là, et vont pouvoir faire leur déclaration de revenus par téléphone, et je vous dirais, là, dans les 2 semaines qui vont suivre, vont recevoir par la poste une confirmation à l'effet que leur déclaration de revenus a bel et bien été faite. Donc, et là, c'est eux-mêmes qui doivent téléphoner. C'est eux-mêmes qui doivent téléphoner. Puis ça, c'est important parce que là, je veux éviter qu'il y ait des gens qui fassent de la fraude. L'Agence du revenu ne contacte pas les gens par téléphone. Donc, on a toujours des gens qui ont moi j'appelle ça des malfaisants, là, oui, qui veulent essayer de profiter soit des personnes âgées ou des gens qui sont plus vulnérables. Donc, les gens qui vont vous allez recevoir une lettre avec un numéro de téléphone et vous allez appeler vous-même au numéro de téléphone. Puis l'autre nouveauté aussi cette année, c'est que on a près de 2 millions de personnes qui remplissent leur déclaration de revenus encore par papier. Et cette année, les gens vont recevoir leur formulaire d'impôt papier par la poste. Donc, dans leur boîte postale, ceux qui ont rempli leur déclaration papier l'année passée, parce qu'on a toutes les adresses. On a cette information-là. Donc, on leur retourne, ils vont recevoir leur formulaire papier par la poste. Donc, ils n'auront pas besoin de courir au bureau de poste pour aller chercher des formulaires. Et les gens qui sont francophones vont recevoir des déclarations en français, puis les anglophones vont recevoir des déclarations en anglais. Donc, c'est une commodité supplémentaire. Oui, puis c'est vraiment pour, quand on dit un service qui est axé sur la clientèle, on sait que souvent les personnes âgées, d'avoir à se déplacer, c'est plus difficile, donc de pouvoir recevoir son courrier, d'avoir par la poste, ça leur simplifie la vie. Puis je vous dirais, j'ai reçu des lettres de remerciement des gens là, d'un petit peu partout à travers le Canada. Merci, Madame la ministre. On a reçu notre déclaration papier, parce qu'il faut penser des fois qu'en région, ça devient difficile de se déplacer, puis même des fois, ça devient difficile de se rendre dans un bureau de poste. Ça fait que les gens qui vont à la boîte postale, c'est beaucoup plus simple pour eux. Donc, les gens vont recevoir leur formulaire papier. Très bien. Une fois que les déclarations sont complétées, on reçoit les reçus d'impôts. Oui, les gens qui remplissent leur déclaration de revenus, on sait maintenant que
on ne doit pas, l'Agence du revenu ne demande pas à avoir les reçus, sauf que c'est vraiment important que les gens gardent leurs reçus parce qu'en tout temps, l'Agence du revenu peut faire des vérifications et ce qu'on me disait, c'est qu'on peut aller jusqu'à 7 ans. Donc, on conseille aux gens de garder leur reçu pendant une période de 7 ans pour ne pas avoir, si jamais on a besoin de courir, si jamais il y a une vérification, de ne pas avoir à courir après nos reçus. Pour nos informations, oui. Pour nos informations. Donc, de pouvoir... puis surtout, on sait que des fois, les gens sont portés à déménager. Ça fait que de se garder une boîte, moi, je conseille de garder une boîte impôts, reçus. Puis, on met ça dans la boîte, puis on ne touche plus à ça. Quand on déménage, bon, on est sûr, on amène la boîte avec nous, là, de bien préserver nos documents. Très bien. Donc, Diane Leboutillier, merci beaucoup pour votre visite en studio aujourd'hui. Bien, ça m'a fait plaisir.